Allez, bonjour à toutes et à tous. On fait la tant attendue émission où on parle de Tesla. En fait, on va pas vraiment parler de Tesla, ni même d'aspect technique. On va surtout parler de Musk, tout simplement. Parce que moi, je vous apprends souvent que le trading, c'est beaucoup de psychologie et de la technique également, et qu'il faut trouver un petit peu le doux mélange entre les deux. Et moi, j'utilise certaines patterns qui sont techniques. Pour ça, évidemment, j'utilise la stratégie. Dans la stratégie, certains d'entre vous ont aussi remarqué que souvent, j'ai des contextes qui sont liés uniquement à la psychologie. Les contextes, par exemple, de bulles, de crack, sont des contextes où l'aspect technique est utilisable en tant que signal de trading, mais je vais surtout, en fait, m'intéresser à la psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens sont euphoriques, je vais vendre. Quand les gens sont en panique, je vais acheter. C'est plutôt, en fait, un état émotionnel de ressenti du marché que je vais prendre pour générer mon cadre technique. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je vais rechercher une zone de prix, puis je vais me dire, ok, là, les mecs sont euphoriques dans une zone de prix intéressante à l'achat, sont euphoriques sur une zone de prix à la vente. Si j'ai le moindre signal de vente, j'y vais. Voilà. Je vais vraiment me dire ça, et je vais être beaucoup plus agressif dans mon approche, puisqu'évidemment, dans ce cas-là, la psychologie va entrer en jeu et sera même pratiquement des fois utilisable en tant que signal elle-même pour rentrer en position. Donc là, c'est plutôt dans ce cas-là qu'on va faire. C'est-à-dire que là, en fait, sur Tesla, en soi, il n'y a pas de signaux. Voilà. Là, il n'y a rien du tout qui permet de vendre ou d'acheter ou de quoi que ce soit. C'est du pur bruit. Tout simplement, les indicateurs sont incapables de suivre ça parce que on est dans un marché bruyant. Il faut bien comprendre un truc, on n'est pas du tout dans un marché technique, on est dans un marché de flux de merde, catalysé par des petits blabla de Musk, petits machins de ceci, petits trucs de cela, publication de résultats. C'est du bruit. En fait, regardez, ici, gros bruit baissier, c'était parfait, c'était là où les targets avaient été plus ou moins atteintes sur Tesla, mais j'en attendais encore un peu plus. Et je pensais qu'on y allait sur ce coup-là. Et puis là, évidemment, Musk nous a sorti sa jolie botte secrète. On va en discuter, on va décortiquer ça, parce que là, effectivement, on ne va pas parler technique, on va parler un petit peu plus psychologie, et évidemment, essayer de trouver une pattern qui correspond à ce qui est en train de se passer. Mais techniquement et graphiquement, là, normalement, ça doit immédiatement vous sauter aux yeux. En fait, quand on voit ça, il se passe quoi? Il se passe que là, le marché, il est complètement con en mode panique, mais ça ne va pas au-delà de la panique. Ici, le marché est complètement con, euphorique, et ça ne passera pas au-delà de la panique, au-delà de l'euphorie. Donc, en fait, l'objectif à 420 de Musk, on risque probablement pas y aller. On peut, parce qu'il y a quand même une target sine wave là-haut. Mais disons que si on y va, il ne faudra pas hésiter à shorter tout ça assez allègrement. Donc voilà, quoi qu'il arrive, le contexte, c'est donc du range. Généralement, les zones de break sont la médiane du range. Vous avez bien compris le principe, c'est-à-dire que là, théoriquement, en simple aspect graphique, l'analyse que vous faites, c'est que vous dites, ok, là, c'est les zones à chaque fois où on break. On essaye d'accélérer, de faire ceci, de faire cela. En gros, médiane de range, on prend sa grosse zone, on regarde le plus bas où on a pu aller, et on se dit, grosso merdo, on va osciller autour de ça. Oh merde, comme par hasard, ça nous donne pile poil le range. C'est quand même compliqué, non? Voilà, donc en gros ici, on ne cherche pas la technique, on cherche juste à se dire, dès qu'on est en haut, dès que les mecs sont euphoriques, on vend, dès qu'on est en bas, dès que les mecs sont en panique, on achète. Donc moi, j'achèterai pas Tesla, encore une fois, clairement pas à 250, vu ce qui vient de nous sortir l'ami Musk, et on va en parler. Il y a du volume, on est dans un range, donc attention à ce qu'il n'y ait pas non plus une sortie haussière et durable du range, mais est-ce qu'il y a une petite pique à con là-dedans pour faire entrer les imbéciles? Pourquoi pas. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que plus ça va être euphorique, plus je vais vendre. Hein. Voilà. Pour le moment, j'y suis allé tout doux, mais plus je vais voir les mecs euphorisés par Tesla, c'est génial, c'est machin, c'est révolutionnaire, Musk est un dieu, voilà. Non, plus je vais voir ça, plus je vais dégommer du Tesla. Je peux avoir tort, hein, encore une fois, mais là, l'argument qui va être mis à profit dans ce scénario, c'est la psychologie. Voilà. J'appelle ça du trading à gogo dans un contexte de range, c'est-à-dire qu'on a une valeur survalorisée, les probabilités de sortir de ce range par le bas sont énormes, mais évidemment, personne ne va oser le dire parce que blablabla. Tant qu'on n'est pas sur le bas du range, les mecs vont pas oser vous donner des targets plus basses que le range. Évidemment, dans le jeu de ce scénario, il faudra évidemment sécuriser quand même une partie des gains dans la zone 250. Mais je pense qu'on pourra aller plus bas. Et là, c'est là où Mr. Musk rentre en jeu lui-même. C'est-à-dire que ce joli monsieur, moi j'ai toujours eu du mal en fait à trouver sa personnalité. À le classer en fait tout simplement. J'aime bien classer et mettre les gens dans des cases. Alors c'est encore une fois c'est purement des vues de l'esprit, mais j'aime bien avoir une idée des gens et surtout donc de ces cultes de la personnalité, de ces personnes qui ont un léger petit penchant narcissique, c'est-à-dire les gens qui aiment bien mettre leur nom bien partout, c'est-à-dire que par exemple, je faisais la parallèle l'autre jour, voilà par exemple, Apple, on a souvent associé ça à Jobs, mais en fait Jobs, pas plus que ça, Jobs était le créateur, mais Apple a surtout créé beaucoup de produits, et Jobs était un créatif, un génie créatif. Bon, je me demandais si Musk en était un aussi, en fait je me pose la question,
mais dans son histoire, il n'a quand même pas créé grand-chose, ce monsieur. Il a surtout réussi à vendre les choses qu'il a assemblées beaucoup plus cher que ce qu'elles valaient indépendamment. C'est-à-dire qu'en fait, si vous calculez le délire Musk-PayPal, parce qu'en fait, voilà, Musk, il traîne une histoire, il a construit un culte autour de sa personnalité, ce qui fait que pour beaucoup, quand on parle de Tesla, on ne parle pas vraiment de la voiture d'abord, on parle surtout du bonhomme, on parle de Musk. Voilà, le mec qui a créé PayPal, qui a créé SpaceX, voilà, c'est lui en fait le lien. Tesla, on ne voit pas ça vraiment comme une entité indépendante, on voit ça comme une des entreprises qu'a créé Elon Musk, ce absolument magnifique entrepreneur star de la Silicon Valley. Voilà. Bon, en gros, culte de la personnalité. Donc comme je vous dis, moi j'essayais de savoir dans quelle case je le mettais. Est-ce que je le plaçais comme Trump, donc comme un narcissique, ou est-ce que je le plaçais comme comme Jobs, comme un génie créatif? Je me suis toujours posé la question de savoir, pour moi, il penchait un peu entre les deux. Il a quand même une capacité créative, parce que il a quand même créé plusieurs entreprises, tout ça. Mais en fait, quand on regarde dedans, parce que du coup, là, j'ai creusé un peu pour m'en rendre compte, en fait, on se rend compte que PayPal, c'est pas lui qui l'a créé. En fait, il avait créé une petite boîte de merde de paiement, et puis, en fait, son principal concurrent, ils se sont mis autour d'une table et ils se sont dit, oh putain, il faut qu'on s'associe et qu'on devienne plus grand, et puis qu'on y aille à grand renfort de com, c'est-à-dire qu'en fait, PayPal, c'est surtout passé en force, à gros renfort de pub, pour devenir la star que c'est aujourd'hui. Mais en fait, des services comme PayPal, il y en a plein. Le seul avantage que PayPal a, c'est juste qu'il est plus connu que les autres. Donc en fait, c'est là où je me suis rendu compte, je me suis dit, ah merde, en fait, la coquille commence déjà à s'effriter. Quand je creuse à peine, je me rends compte que c'est juste des coquilles vides. SpaceX, c'est pareil, en fait. Si on y réfléchit, en fait, il fait des gros coups de pub, des gros coups de pub. C'est la première fusée qui se repose sur Terre. Alors en fait, vous vous rendez compte que c'est des projets qui ont déjà été développés par les Russes il y a déjà plusieurs vingtaines d'années. Il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, qui ont déjà étudié ce système et qui se sont rendus compte que c'était assez peu rentable en fait, et que il valait mieux pourrir l'atmosphère avec des déchets que de penser à des fusées qui reviennent sur Terre. Donc en fait, si les Russes se sont dit c'est pas rentable il y a 20 ans, SpaceX se dit je m'en bats les couilles, ça vend bien, ça va plaire aux gens, s'il faut mettre du pognon, je vais le mettre. C'est exactement ça en fait l'esprit Musk, c'est de dire peu importe combien ça coûte, je vais l'imposer. Et c'est là où je me suis dit, ok, maintenant je sais où il faut le classer, ce mec-là, c'est un Trump. C'est juste un gros vendeur, c'est un génie commercial et pas du tout un génie créatif. C'est-à-dire qu'en fait, Musk, il n'a rien créé du tout, il a juste pris des choses qui ne marchaient pas et il a poussé fort dedans pour faire en sorte que, en apparence, ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous regardez SpaceX, c'est pareil, ça ne fonctionne pas ce truc-là. Ça ne fonctionne clairement pas, mais ça fonctionne quand vous le voyez. C'est-à-dire que quand vous voyez une belle Tesla qui roule, ça fonctionne, c'est joli, c'est une jolie voiture qui coûte un bras et qui est blindée de batterie, mais en fait le principe de base de la voiture électrique ne fonctionne pas, c'est pas rentable, mais on vous vend ça comme étant quelque chose de viable, et on vous met ça dans un joli papier cadeau, on vous le vend très cher, et c'est un attrape-nigo en fait, c'est juste ce mec-là a un génie créatif absolument fou. SpaceX, ça marche pourquoi? Parce qu'il y a des crétins de millionnaires qui sont déjà prêts à investir des millions pour pouvoir aller dans ces navettes à la con. Mais c'est pas un business model rentable. Voilà. Donc en fait, le truc, la question qu'on se pose aujourd'hui de savoir si Tesla va arriver un jour à produire enfin du cash et arrêter d'en brûler à des vitesses astronomiques sans réussir en plus à tenir les promesses qui sont faites à chaque fois, ce sont des promesses que fait Musk systématiquement. C'est un génie commercial, ce mec-là. Il arrive à sortir des trucs plus gros que nature, et tout le monde gobe ça. C'est complètement ouf. Voilà, donc maintenant je sais où le placer, parce que la personnalité m'a intéressé, et puis vu que là il vient de faire les gros titres, je me suis dit, ouh là c'est bien, il se dévoile, je vais pouvoir savoir qui c'est réellement. Voilà, la réalité en fait, pourquoi Musk vient de faire son joli petit coup de merde, là, son petit coup de pub? Posez-vous les questions, qu'est-ce qui motive ce genre de truc? En fait, Musk, il est en grosse bataille de quéquette depuis des mois avec les short sellers, c'est-à-dire des gros fonds d'investissement qui sont bien connus pour le vendre. Il y en a plusieurs qui sont ouvertement baissiers Tesla parce que c'est une entreprise qui brûle du cash et qui génère pas de profit et qui est complètement survalorisée par Wall Street. Et il s'est mis en tête de dire, ok, moi je vais vous baiser les gars, je suis plus fort que vous me critiquez, mais je suis plus fort que vous. Et en fait, il fait quoi Musk? Ça fait des mois qu'il a préparé son coup. Alors évidemment, le narcissique, quand il est génie et qu'il a ce génie narcissique, il va construire un plan absolument infaillible. C'est absolument infaillible. Il a tout prévu depuis des mois, Musk. Tu sais que ce truc-là, il l'a dans les tuyaux depuis des mois. Et l'objectif, c'est pas de sauver sa compagnie, c'est pas de la rendre privée pour qu'elle soit plus productive, pour tout le bullshit qui vous a sorti depuis 2-3 jours. Non, la réalité, c'est qu'il voulait niquer du short sellers. Tout comme Trump, par exemple, a voulu être président juste pour niquer Obama. Parce qu'Obama l'a humilié en public
Et un narcissique, il faut bien comprendre qu'il y a deux choses qu'il ne peut pas subir, c'est l'humiliation en public et qu'on regarde un peu trop à travers le masque. Parce que ces mecs-là portent un masque, hein, qu'on soit bien d'accord, et un masque très très lourd. C'est très très lourd à porter parce qu'il faut vendre du rêve en permanence et il faut jamais tomber parce que quand tu tombes, évidemment, tes opposants te tombent dessus immédiatement et sont là pour te démonter. Et évidemment, dans ce moment-là, tu fais tout pour lutter contre ces mecs qui sont malsains, ils sont là pour te détruire et ce sont vraiment les vrais méchants. Voilà, c'est exactement la même logique chez Musk. Il s'est dit, ok, les mecs attaquent ma compagnie alors que ça se vend bien, c'est machin, c'est bien, je fais un bon boulot. C'est pas bien ce qu'ils font. Mais encore une fois, il a fait quoi, Musk? Il est venu sur les marchés financiers, il s'est financé à donf sur de la hype et sur évidemment la vente de sa propre personne. Il a vendu son produit, tout comme Trump vend ses steaks et autres conneries du genre. Musk, il a vendu ses Tesla, il a vendu son machin, il a fait ses gros shows à l'américaine pour bien vendre son super produit. Il a fait son job de commercial. Voilà. Et ça a plu à Wall Street, qui lui a donné du pognon. Mais en fait, au bout d'un moment, il est survalorisé. Donc Wall Street fait quoi? Les vendeurs à découvert arrivent et disent, je suis désolé, c'est trop suracheté. Nous, maintenant, on voit un intérêt spéculatif à la vente. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que Wall Street spécule autant à l'achat qu'à la vente. Et en fait, ce mec-là se dit, moi, à l'achat, il n'y a pas de problème. C'est bien parce que c'est valorisant. Donc, il faut bien comprendre que quand ce mec-là est acheté, ses chevilles gonflent parce qu'il pense que c'est grâce à lui. Mais quand ce mec-là se fait shorter, il le vit beaucoup, beaucoup plus mal parce qu'il prend ça comme une atteinte personnelle, et tout simplement, ça c'est typique d'un comportement extrêmement narcissique. Tout comme les Trump. Trump aujourd'hui s'attire les gloires de Wall Street, vous allez voir ce qui va se passer quand Wall Street va le sanctionner. Il va le vivre de manière complètement cataclysmique, et vous verrez que l'avenir là qui va se passer à moyen court terme sur Tesla, c'est très probablement ce qui risque de se passer pour Trump. Ces gens-là ont tous le même destin. Tous les narcissiques se font tous baiser de la même façon. C'est-à-dire que le profil narcissique en soi n'est pas vraiment gênant. Il est juste que, comme tous les profils, il a un talon d'Achille. Le talon d'Achille du narcissique, c'est la lumière. C'est-à-dire, quand ces mecs-là, vous les mettez en lumière, ils ont besoin de briller et c'est plus fort qu'eux. Et ils ne pourront jamais supporter la critique. C'est-à-dire que pour un narcissique, la critique, c'est insupportable. La lumière, c'est comme un aimant, on ne peut pas faire autrement. Dès qu'il est à la lumière, il jubile notre ami Elon Musk, tout comme jubile Donald Trump. Il a adoré ça, la campagne Trump. Il adorait ça. Tout le monde le regardait, tout le monde l'écoutait. Il était critiqué et adoré, mais tout ce qui comptait pour lui, c'était la lumière. Mais regardez ce qui se passe quand vous critiquez Trump. Il a viré tous ses conseillers. C'est-à-dire que tous les mecs qui lui ont dit « Attends, tu devrais réfléchir », non, toi, tu dégages. Okay, parce que si vous critiquez un narcissique, vous le touchez profondément et vous l'humiliez. Il prend ça comme une humiliation, donc comme quelque chose de négatif. C'est pour ça que Musk a ces réactions complètement débiles de combat de quéquette contre des short-sellers. Il devrait juste s'en battre les couilles. Quelqu'un de rationnel et de non narcissique s'en foutrait complet. Il fait quoi? Il dirait, ok, vous voulez me shorter, je vais juste vous prouver que vous avez tort, je vais juste produire mes modèles 3 dans les quantités suffisantes, et je vais en fait juste vous prouver que vous avez tort de me shorter. Au lieu de dire, je vais vous vrec et je vais passer des mois à construire un plan extrêmement bien ficelé pour vous niquer le jour J et que vous perdiez du pognon. C'est ça, en fait, la motivation de ces derniers jours. Musk a construit un schéma pour niquer spécifiquement les gens qui l'atteignaient, qui l'attaquaient. C'est grave. C'est vraiment grave. Mais dites-vous une chose, ces mecs-là, ils tombent tous de la même façon. Quand ils rentrent dans ces moments extrêmes où ce qui les motive, c'est la vengeance et la réaction à une atteinte personnelle blessante, c'est le moment où ils commencent à déraper. Et vous verrez, Trump, ça a déjà commencé, et la descente aux enfers, elle va arriver dans pas longtemps. C'est qu'une question de temps. Moi, je vous dis, je prétends pas détenir la vérité. Par contre, je joue très bien les probabilités, et je sais très bien quelles sont les probabilités de finir. Enfin, quelle est la probabilité de destin pour ces gens-là? Ces gens qui sont narcissiques et qui se laissent aller et qui se laissent emporter par leur narcissisme, qui au bout d'un moment s'isolent, tout simplement n'écoutent plus les conseillers. Regardez, Trump, il n'écoute plus personne, si ce n'est lui. Vous allez voir Musk, son board va commencer à lui dire « Attends, t'es peut-être allé un peu loin, mec ». Et lui, il va dire « Non, j'ai eu raison, j'ai bien fait, j'ai machin ». Il va s'isoler, il va faire n'importe quoi dans les prochains jours. Probablement, en tout cas, moi, c'est les signes que je surveille. Un détachement progressif avec une montée émotionnelle. Donc on va voir si c'est le même schéma qui se met en place côté Musk que côté Trump, c'est-à-dire on s'isole complètement et en fait on ne s'en rend pas compte et on prend de plus en plus des décisions irrationnelles jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, la décision irrationnelle apporte ce qu'elle va apporter inévitablement,
des conséquences néfastes. Et quand les conséquences néfastes vont arriver, les réactions deviendront de plus en plus stupides et émotionnelles. Et évidemment, à ce moment-là, vous ne faites qu'enfoncer le couteau toujours plus loin. C'est exactement ça que j'attends pour Trump, et je pense que c'est la même chose pour Musk. Musk, là, aujourd'hui, il a joué son coup de poker. Il est persuadé que ça va se passer comme il a dit. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il a tout pensé, il a pensé à tous les problèmes, il a pensé à tout. Vous savez quoi, ça ne va pas se passer comme prévu. Parce que c'est toujours comme ça. La vie, elle ne se passe pas comme vous l'avez pensé. Et en fait, il va se rendre compte que ça ne se passe pas comme ça. Il va réagir de façon encore plus stupide parce qu'il va se sentir atteint. Il a mouillé le maillot et cette fois, ça ne marche pas, alors que ça a toujours marché dans le passé. Regardez Trump, à chaque fois qu'il a ouvert sa gueule, il a toujours réussi. Mais si vous étudiez son passé, il a réussi à cause de sa grande gueule, enfin grâce à sa grande gueule. Mais c'est sa grande gueule qui va le perdre demain, Trump. Tout comme c'est sa grande gueule à Musk qui va le perdre. Et ces mecs-là, ils sont dangereux quand on les met sous la lumière, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils deviennent complètement fous et qu'en fait, ils alimentent leur désir narcissique, et c'est un besoin qui a toujours besoin de plus de lumière. Et pour avoir plus de lumière, ils vont prendre des décisions de plus en plus irrationnelles, et au bout d'un moment, vous pouvez prendre des décisions irrationnelles qui continuent de marcher parce qu'il y a une certaine inertie dans le succès. Au bout d'un moment, ça devient négatif et vous vous enfumez. Le problème, c'est que vous devenez très rapidement d'une égérie à un démon qu'il faut abattre. Moi, si Musk continue dans sa connerie, je peux vous garantir que dans quelques mois, si on en reparle, non seulement il se sera fait virer de sa boîte, c'est-à-dire qu'il se sera fait virer de Tesla, il pourra faire mumuse avec SpaceX, mais comme il aura détruit sa crédibilité, il aura juste tout perdu, tout comme Trump a commis la plus grosse connerie de sa vie, je pense, en allant briguer l'élection présidentielle. Il avait des business qui marchaient bien, c'est-à-dire que, on va parler rapidement de l'histoire Trump, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement l'art de l'investment, machin. Ça encore, c'est une coquille. Si vous grattez un peu la surface, vous allez vite vous rendre compte que Trump, c'est tout de suite le même genre de personnage que Musk. C'est-à-dire qu'en fait, Trump, comment il a réussi sa fortune ? Effectivement, il a bien ouvert sa gueule, il a bien posé ses couilles sur la table au début. Il a connu un grand succès, tout comme a connu Musk. Et puis en fait, au bout d'un moment, les mecs l'ont retrouvé autour de la table, ont dit ok, mon coco, t'as fait n'importe quoi en fait là. Tu nous as construit des casinos hors de prix et il n'y a personne dedans. Comment on fait là ? Tu nous as fait investir des millions et tu nous dois des millions en fait là. Et ils l'ont foutu autour d'une table et Trump, il a fait quoi ? Il a fait du Trump. C'est-à-dire qu'il leur a dit écoutez mes cocos, si vous me foutez hors de l'affaire, en fait, vos casinos, ils vendront encore moins. Donc, mon nom est important. Vous ne pouvez pas faire sans moi. Le plus fou, c'est que ça a marché. C'est-à-dire que les mecs se sont dit, ah ouais, c'est vrai effectivement que si on enlève le nom Trump de ces casinos débiles qu'il nous a construits à son image, c'est juste des casinos débiles dans lesquels personne n'ira. Donc, quitte à perdre de l'argent, autant qu'on en perde un peu moins. C'est-à-dire que déjà face à un mauvais choix, on va prendre le moins mauvais choix et on va te laisser dans la course. Par contre, ces mecs-là ont dit à Trump ce jour-là, tu n'auras plus jamais aucun pouvoir d'investissement chez nous. Tout ce qu'on va faire, par contre, c'est garder ton putain de nom, tu vas vendre tes steaks et tu vas vendre tes trucs, mais tu restes ce que tu es, c'est-à-dire un commercial, mais pas un investisseur. Trump, à la Wall Street, tout le monde se fout de sa gueule. Ce mec-là n'est pas un investisseur, ce mec est un commercial. Il vous vend du rêve et tout Wall Street le sait. Donc, si vous voulez, quand il s'attire les faveurs de Wall Street pour dire « moi je suis un businessman, c'est grâce à moi que Wall Street monte », je vous garantis que quand Wall Street va baisser, il va le prendre personnellement et Wall Street, en plus de ça, va l'accuser lui. Donc, vous pouvez être certain. Mais encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais statistiquement parlant, il y a tellement de chances que ça se produise que je vous dis, je vais en rigoler si ça se produit réellement, ce que je pense. Donc bref, voilà. Il y a des confluences à la fois techniques qui amènent à penser qu'on va vers des temps un petit peu plus troubles et que ces personnages narcissiques, malheureusement, vont très mal le vivre puisqu'ils sont attachés à leur success story et à l'image que le monde a d'eux. Donc Trump, le problème, c'est que si demain, il se trouve à voir les foudres de Wall Street et à être abattu sur la place publique, il lui reste quoi, en fait ? C'est pas un bon investisseur, il a juste de l'argent, mais encore une fois, il va se retrouver ruiné parce que son argent est dû à son image, et si son image est détruite, il n'a plus rien, en fait. Le mec, il est juste à la rue. Il n'est pas à la rue, mais si vous voulez, il pourra même plus sortir de chez lui. Maintenant, tout le monde connaît Trump. Je veux dire, à l'époque, Trump, il avait son image de marque, de mec qui avait construit des golfs, qui était une success story. Aujourd'hui, les gens savent qui c'est Trump. Il y a encore des gens qui croient à son histoire à la con. Mais le jour où ça va mal se passer, qu'est-ce qui va tourner en boucle sur les médias ? La vraie vie de Trump, que le mec est un raté et compagnie, et qu'il a juste sorti ses couilles à des moments opportuns dans sa vie, et que ça avait marché à l'époque, mais qu'aujourd'hui ça marche plus. Tout ce que je vous dis là, ça deviendra public après. Ces mecs-là seront foutus, parce que tout est basé sur la réputation qu'ils se sont construite et la vision que les gens ont d'eux.
Mais il ne faut surtout pas qu'on sache ce qu'il y a sous la coquille. Il ne faut surtout pas savoir. Il faut maintenir cette opacité, et cet entretien du culte de la personnalité ne peut fonctionner que si vous restez suffisamment loin de la lumière. Quand vous portez un joli masque, il ne faut pas qu'on voit les bords du masque. Et plus vous vous rapprochez de la lumière est intense, plus vous vous rapprochez du public, plus les gens voient les bords du masque. Et vous, d'un moment, on se rend compte que tu portes un masque, et que tu es juste un gogo, et que tu as vendu du rêve. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vous rendez compte que quelqu'un vous a pris pour un con? Réfléchissez, quelle est la première émotion que vous ressentez quand un mec vous a pris pour un con et vous a arnaqué? Vous lui en voulez, vous avez envie de vous venger, c'est la première émotion que vous allez ressentir. Donc tous les gens qui ont adoré Trump, qui ont voté pour lui, vont se sentir humiliés, trompés, ils vont avoir envie de se venger. Vous pensez sincèrement que ces émotions sont positives et qu'elles vont générer des choses bonnes pour ces gens-là? Non, ce sont des fins tragiques qu'il y a pour ces mecs-là. Le comportement narcissique, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont narcissiques, mais on ne va pas tous courir auprès de la lumière pour se faire mousser, tout simplement parce que si vous le faites en étant narcissique, vous courez à votre propre perte parce que vous appuyez très fort sur votre talon d'Achille, qui est que vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Tout simplement, votre désir de lumière va vous aveugler. Tous les narcissiques qui tombent tous de la même façon et ont tous ces fins tragiques stupides parce qu'ils ont été attirés par la lumière, se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi, et le jour où il faut en payer les conséquences, c'est l'intégralité de leur personnalité qui s'effondre. Et quand vous faites ça à une échelle locale, c'est pas très grave. Vous pouvez toujours vous dire, je suis narcissique, c'est pas grave, je vais aller me reconstruire mon image ailleurs, je prends un petit avion et puis je déménage et je reconstruis ma vie ailleurs. Quand vous avez fait le gugus devant le monde entier, où est-ce que vous allez après? Sur une autre planète? C'est bien, il a construit des fusées pour aller faire le gugus sur Mars. Voilà, le problème de ces mecs-là, c'est qu'ils n'auront aucune échappatoire et que malheureusement, si on commence à les lyncher sur la place publique, ça va pas être beau. Donc, je lui souhaite pas ça, mais en même temps, s'il a fait la boulette, moi, je vais être là pour prendre le pognon et c'est mon rôle. Donc voilà, la pattern psychologique que je vais essayer de mettre en place ici, c'est tout simplement de voir si ce mec-là est déjà en train de tilter complet et qu'il s'en rend pas encore compte. Et dans ce cas-là, j'aime autant vous dire que comme sa compagnie est bâtie sur l'image qu'on a donnée de lui, si l'image se dégrade, j'aime autant vous dire que le prix de Tesla va légèrement chuter. C'est pour ça que mes targets initiaux, alors la zone des 200 et quelques, je pense qu'on ira un peu plus bas et qu'on ira même probablement casser ce support. C'est-à-dire que je m'attends à ce que Tesla, en pleine phase de souffrance, c'est-à-dire quand il sera lynché, s'il devait être lynché médiatiquement et compagnie, on ira très probablement installer des prix marginalement, parce qu'encore une fois, Tesla n'est pas non plus une boîte qui vaut zéro, il y a quand même beaucoup d'infrastructures, et ça a un coût, ça représente des choses, mais je pense qu'on peut sans grande peine, sur Tesla, retourner, venir chercher et casser ce support, et venir chercher un petit support par là, vers les 161. Ce sera mon objectif sur Tesla. Encore une fois, c'est pas la fin du monde, c'est-à-dire que derrière, l'entreprise n'est pas morte, mais entre cette zone de 190 et 160, je pense que c'est par là qu'il faudra avoir un objectif pour ce scénario baissier. Et pour ceux qui sont chauds, on pourra même viser un petit peu plus bas. C'est-à-dire que si ici on échoue dans le haut du range, on pourra même viser dans ce cas-là une target technique report de range, c'est-à-dire éventuellement viser un petit peu plus bas. Dans ce cas-là, c'est carrément, là ça va saigner dur. Mais encore une fois, ne soyez pas surpris si ces choses-là arrivent, tout simplement parce que d'une part, ce sera normal, et de deux, si jamais on arrive là, Tesla, c'est le minimum en récession. Je vous rappelle que les valeurs de hype qui se prennent une récession dans la gueule, en général, elles prennent moins 75. Voilà. Donc ça veut dire que Tesla peut très bien aller à $90, d'ailleurs, que ça ne me surprendra pas. Tout comme Apple, d'ailleurs. Voilà. Apple, je vous ai dit, moi, 90, 80, $90, ok, je pense qu'il faudra éventuellement racheter ces trucs-là, mais pas avant. Voilà, donc pourquoi pas un moins 75 sur Tesla, sur des gros ratés médiatiques, et voilà. Mais moi, je pense sincèrement que voilà, ici on peut sans problème installer une médiane de range. Donc je vous dis, si on tire un petit peu et que dans ce cas-là on prend les mèches basses, voilà, ça nous fait un gros range comme ça. Si je le reporte au sud et qu'on fait tout simplement une structure consolidante de range, voilà, ça nous donne sans problème ces targets à moins 75% sur Tesla. Donc évidemment, il ne faut pas viser plus que ça, mais un Tesla à $100, par contre, j'aime autant vous dire que les mecs qui s'amusent là à acheter, à croire monts et merveilles à $380, si ça tombe à $100, je donne pas cher de la tronche de leur compte en banque. Voilà, donc encore une fois, faites attention, vous achetez si vous voulez, si vous suivez la hype, si vous suivez le coup du on va arriver à 420, pas à 420. Est-ce que Musk va réussir son coup? Est-ce que Musk a le financement? Est-ce que machin? On s'en fout, encore une fois, les questions, on s'en branle. Ce qui est important, regardez quelle est la psychologie
du marché. Quand le marché va paniquer sur des niveaux de support, il ne faudra pas hésiter à encaisser les gains. Quand le marché s'euphorise sous des résistances, il ne faut pas hésiter à vendre. Voilà, on ferme le chapitre. Je ne sais pas ce qui va se passer, encore une fois, je vous préviens, je suis donc un trader hautement spéculatif, pratiquement le plus haut niveau de spéculation que vous pourrez trouver ici. Je m'attends sincèrement à ce que les prix passent au-dessus de mes prix d'entrée, ce n'est pas du tout un problème. Tout ce qui m'importe, c'est qu'au prix d'entrée actuel, c'est-à-dire hier à 380, je pense que sans problème, je peux assez bien gérer mon risque, c'est-à-dire que pour avoir des objectifs bien bears, je peux sans problème tolérer les 480 $, vu le levier que j'ai mis pour l'instant, c'est-à-dire que j'ai à peu près 8000 €, alors 8000 $ de Tesla pour l'instant à la vente, c'est-à-dire que dalle. Encore une fois, je trempe un orteil dans l'eau pour voir la température. Si ça valide, je n'hésiterai pas à en remettre, mais pas pour l'instant. On est encore vraiment sur des phases très spéculatives. Voilà, donc pour valider, il faut déjà qu'on retourne à la médiane du range, c'est-à-dire qu'on attaque ce gap qui a été mis en place à la validation, à la période de publication des résultats. Donc déjà, revenir chercher le gap est un objectif minimum pour vraiment valider la perception de range dans ce marché. Et ensuite, évidemment, il faudra s'atteler à défoncer tout ce petit monde et à retrouver des breakouts baissiers pour montrer la mise en panique du marché. Mais pour l'instant, laissez travailler la zone. On peut très bien y passer 3 semaines. On peut très bien déborder un peu la zone. Ça ne me pose aucun souci. Voilà, allez, je vous souhaite une agréable journée, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs, mais encore une fois, n'oubliez pas que si vous pensez que le marché ce n'est que de la technique, vous oubliez une énorme partie du marché qui est liée aux émotions humaines et donc à la psychologie. Il faut bien apprendre à mélanger les deux pour être un bon trader, apprendre des notions psychologiques et des notions techniques et arriver à trouver quel pattern domine pour l'instant. Tout simplement, quand un marché n'est pas émotionnel, il est technique. Quand un marché est émotionnel, il faut le trader de façon psychologique. C'est aussi simple que ça. Mais vous verrez, sur le papier, c'est simple. Ça ne l'est pas nécessairement en application. Ça demande un petit peu d'expérience. Mais moi, mon job ici, c'est pas de vous simplifier le travail, c'est de vous mettre dans le contexte réel d'un trading au jour le jour. Et après, voilà, à vous de faire le travail, d'apprendre les choses. Moi, je ne vous simplifie pas, je ne vous mâche pas le travail.